Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que tout le monde nous entend très bien. Merci à tous de nous avoir rejoints. Bienvenue à notre webinaire sur le réemploi des matériaux de construction. Donc, je suis Emeline Técher, chargée de mission prévention et gestion des déchets du BTP à la CER BTP, cellule économique du BTP de la Réunion. Et je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas la CER BTP, donc c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 1992 et qui a pour principale mission d'être un observatoire économique, autrement dit de mettre à disposition des acteurs des indicateurs sur l'état de santé du secteur du BTP à La Réunion. Et en parallèle à cela, elle traite aussi le volet sur la gestion des déchets du BTP depuis 2004, notamment en sensibilisant les acteurs de la branche sur les bonnes pratiques en matière de gestion de déchets de chantier. La CERBTP a souhaité organiser ce webinaire à destination des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises du bâtiment, des acteurs de l'ESS et tout autre acteur intéressé par la thématique du réemploi des matériaux de construction afin d'avoir un éclairage juridique sur le recours aux matériaux de seconde main. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Elisabeth Gelot, avocate spécialisée en droit de l'économie circulaire et en environnement, pour le cabinet Scov Avocat, qui nous apporte son expertise sur la thématique. Mais avant de commencer, il y a quelques petites règles pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce webinaire. Donc, il sera séquencé en 4 temps. Donc, premièrement, nous ferons le point sur les obligations légales des différents acteurs du BTP. Deuxièmement, nous parlerons des freins au réemploi, notamment des freins assurantiels et évoquerons les solutions à déployer. Troisièmement, nous ferons un focus sur les stratégies de prescription du réemploi qui ont fait leurs preuves en 2024. Et nous clôturerons ce webinaire par une session de questions-réponses d'une vingtaine de minutes pour permettre de répondre à vos questions donc sur les thématiques qui n'auront pas été abordées ou sur les situations concrètes auxquelles vous avez été confrontés sur les chantiers ou dans le cadre de vos opérations. Et donc, pour ce qui est de vos questions, vous pouvez les formuler dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Nous répondrons à une question à chaque séance, à chaque séquence, et traiterons l'intégralité des autres questions lors de la séance de questions-réponses. Si vous devez partir plus tôt que prévu, pas de panique, nous vous enverrons donc un lien pour revisionner le webinaire. Et nous vous enverrons également le support présenté ce jour, qui est d'ores et déjà téléchargeable dans le chat en bas à droite. Donc, sans plus tarder, si tout le monde est prêt, commençons. Donc, je laisse la parole à Maître Gelot qui va développer la première séquence sur les obligations légales des différents acteurs. Merci Emeline, bonjour à tous. Et je crois qu'on s'était prévu un petit sondage pour commencer, pour voir un petit peu votre niveau de connaissance sur le sujet. Emeline, je ne sais pas si c'est toi qui as la main pour partager ce petit sondage. Oui, il n'y a pas de souci, je lance le sondage. Alors en gros, les petits sondages, je crois, sont dans l'onglet sondage. Je ne sais pas si on peut les partager. Normalement, oui. Donc là, c'est OK. Eh ben parfait. Ben, n'hésitez pas du coup à les remplir. Il y en a un sur le réemploi des matériaux de manière générale. Est-ce que vous êtes expert, apprenant ou novice? Et puis un autre sur l'aspect juridique du réemploi pour savoir si vous êtes plutôt sachant, plutôt anxieux parce que vous savez quelques petites choses et ça vous fait plus peur qu'autre chose, ou complètement perdu, vous connaissez pas du tout quoi. Je vois qu'on commence à répondre. Alors, s'agissant du réemploi des matériaux, il y a 53% qui est apprenant, qui expérimente actuellement, 40% qui est novice, qui aimerait bien s'y mettre, et puis 6% d'experts donc, qui en font très souvent. Et puis, sur l'aspect juridique, on a 50% qui est anxieux. Vous avez quelques connaissances, mais ça vous rend plus confus qu'autre chose. 31% d'entre vous qui est perdu, vous n'y connaissez strictement rien. Et puis 22% qui est plutôt sachant et qui vient pour approfondir justement des connaissances.
C'est pas mal du tout. Donc effectivement, comme disait Emeline, on va faire 3 petites séquences. L'objectif, on avait fait le tour un peu des questions récurrentes qui reviennent vers Emeline sur les démarches de réemploi des matériaux. L'objectif, c'est que vous ayez un petit peu toutes les questions à vos réponses dans cette présentation. Et puis pour le surplus, à la fin de chaque séquence, de toute façon, on prendra vos questions. Première séquence, du point de vue de la réglementation, où est-ce qu'on en est? Donc en gros, dans tous ces codes réglementaires et légaux, qu'est-ce qu'on dit en termes d'obligations ou de contraintes sur les opérations? J'ai distingué tout ce qui va être réemploi en amont, donc tout ce qui va être lié à l'extraction des matériaux de réemploi sur les opérations de déconstruction ou de réhabilitation, et puis la deuxième partie qui est toutes les obligations pour réintégrer les matériaux de réemploi. Pour ce qui est d'extraire les matériaux de réemploi, je vous ai mis une slide sur vraiment le schéma réglementaire dans le Code de l'environnement maintenant. En gros, ce que la réglementation prévoit depuis la loi AGEC, c'est en amont des chantiers l'obligation pour les maîtres d'ouvrage de privilégier le réemploi des matériaux et, lorsque c'est pas possible, de recycler les matériaux issus de la déconstruction en respectant le principe de proximité. Et donc pour ça, depuis la loi AGEC, sur les grosses opérations, donc plus de 1000 m², on doit réaliser un diagnostic PEMD, donc un diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets, qui doit nous permettre de cibler quels sont les matériaux réemployables qu'on pourrait soit réemployer dans le projet, soit orienter vers des filières locales. Ça, c'est en amont du chantier. Encore une fois, voilà, sur les grosses opérations, on a le PEMD, sinon on n'a rien, on a juste l'obligation de commencer à envisager le réemploi. Et puis ensuite, sur le chantier, vous avez du coup 2 types de flux qui vont émerger. Un premier qui vise tout ce qui est prévention des déchets et réemploi. Donc en gros, vous devez avoir une zone sur le chantier un petit peu préservante pour tous les matériaux qui font l'objet d'une dépose sélective et qui seront contrôlés justement pour vérifier qu'on peut les réorienter vers d'autres projets. Et puis ces flux-là, du coup, je vous ai mis, ça reste des biens mobiliers en fait, comme une table, une chaise, quelque chose que vous voudriez revendre d'occasion dont vous n'auriez pas besoin. Donc il n'y a pas d'obligation réglementaire de traçabilité, mais on y reviendra peut-être plus en détail. Mais en tout cas, voilà, c'est comme n'importe quel bien d'occasion dont vous voulez vous défaire et que vous voulez revendre. Donc ils peuvent être mis directement à des repreneurs, à d'autres chantiers, à des filières locales, à un point de reprise de la REP sur une zone de dépôt réemploi, voilà. En tout cas, vous avez toute cette première zone, ces premiers flux qui doivent être traités en tant que tels, en tant que flux réemploi. Et puis après, vous avez l'autre partie des flux, là, qui est tout ce qui est gestion des déchets et recyclage, donc avec des statuts de déchets, où là, on a d'autres obligations, donc tri à la source des 7 flux, la possibilité en théorie d'accéder à des points de reprise sans frais de la REP, qui sont censés vous les reprendre gratuitement pour qu'ils soient traités et recyclés. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut se dire au niveau du réemploi, c'est que dans le code de l'environnement, vous avez vraiment 2 logiques qui n'ont rien à voir. Donc cette obligation de prévenir et de réemployer tout ce qui peut être, et pour tout ce qu'on ne peut pas, il y a des obligations spécifiques déchets. La question généralement qui vient, c'est comment je fais pour savoir exactement qu'est-ce qui relève de quel flux, quoi. Et donc ça, je vous ai mis un petit schéma. En gros, pareil, depuis la loi AGEC, on a introduit un amendement dans le code de l'environnement pour prévoir un critère pour vraiment dire, voilà, il n'y a pas de statut de déchets sur tous ces flux-là. Et donc, le critère, c'est qu'il y ait un tri des matériaux, équipements ou produits de construction qui est réalisé sur le chantier par un opérateur qui va avoir la faculté de contrôler que le produit et l'équipement peuvent être réemployés. Concrètement, c'est un contrôle visuel. L'idée, c'est simplement de dire, voilà, cette porte, elle est en suffisamment bon état pour potentiellement être réemployable dans le projet ou dans un autre. Pour le choix de l'opérateur, il n'y a pas de critère aujourd'hui légal ou réglementaire précis et il n'y en a pas qui est attendu. Donc, ça peut être l'architecte, un acteur du réemploi qui vient, par exemple, récupérer les éléments et qui dit, ouais, voilà, tout ça, je peux réemployer ou je peux collecter, c'est bon. Ça peut être une entreprise de travaux directement qui a fait la dépose sélective et qui met de côté et qui dit, voilà, tout ça, c'est des gisements qui sont réemployables. En revanche, tout le reste, je mets dans les bennes, tri 7 flux, ça l'est pas. Ou ça peut être dans les plus gros projets, un AMO économie circulaire qui coordonne un petit peu toute cette démarche et qui vient checker. Je vous ai mis en tout cas ce qui est important, c'est quand même d'utiliser généralement une fiche de traçabilité qui permet de dire qui est l'opérateur qui a réalisé ce tri.
Et ça permet de quantifier et de caractériser sur votre chantier tout ce que vous aurez réemployé. À partir du moment où vous avez eu ce tri, je vous ai mis un petit peu les différentes vies qu'il peut y avoir. En gros, c'est tout ce qu'il y a en haut où effectivement il y aura un tri qui est réalisé. Donc il y a un tri qui est réalisé. À partir de là, ils vont être conditionnés pour le transport et ils vont être cédés à des repreneurs ou acheminés vers un entrepôt pour être stockés en attente du réemploi. Et là, ils peuvent faire l'objet d'une préparation au réemploi, donc tout ce qui est contrôle, nettoyage, menu réparation, voire d'un reconditionnement avec des tests pour vérifier l'aptitude à être mise en œuvre, voire dans certains cas de la transformation. Et là, c'est la question qu'on pose souvent, qu'est-ce qui se passe par exemple si c'est des chutes de bois ou c'est pas pour un usage identique, ou si on récupère des matériaux qu'on veut transformer, des dalles granito mais qu'on veut transformer en pavé japonais pour de l'aménagement extérieur, etc. Donc tout ce qui est upcycling ou détournement d'usage. Et ça, c'est juridiquement ce qu'on appelle de la prévention des déchets. Et si on fait en revanche un usage identique, donc on prend la porte, on la réemploie en tant que porte, ça c'est tout ce qu'on appelle juridiquement du réemploi. Dans tous les cas, il n'y aura pas de statut de déchet. Et donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer en gros que le critère à respecter pour que ce soit bien du réemploi, c'est cette histoire de tri sur le chantier et de contrôle par un opérateur qui dit voilà, tout ça on a mis de côté, on a déposé sélectivement, on a conditionné pour être réemployé et ça peut sortir, il n'y a pas de statut de déchet. Voilà. Donc voilà les critères à respecter et bien sûr en revanche tout ce qui est ce dont on a l'obligation de se défaire, donc plomb, amiante et compagnie, de toute façon il n'y a pas de réemploi possible. C'est du statut de déchet et ça doit être traité comme tel. Ensuite, les obligations, du coup, pour le maître d'œuvre, il y a l'obligation de faire du réemploi, depuis longtemps, encore une fois. C'est pas du tout nouveau, c'est juste que personne ne le respecte. Donc, je vous ai mis les articles. Il y a l'obligation de prévenir les déchets conformément à la hiérarchie des modes de traitement. Donc, tout ce qu'on peut réemployer ou tout ce qu'on peut upcycler, on a l'obligation de le faire. Et c'est seulement si on peut pas le faire, parce que techniquement ou économiquement, c'est vraiment impossible sur ce projet, qu'on doit envisager de les traiter comme des déchets et de les envoyer au recyclage. Et c'est seulement si on ne peut pas accéder à un point de reprise de la REP, par exemple, qu'on peut envisager d'envoyer en élimination des déchets utiles. Et on a l'obligation de respecter cette hiérarchie des modes de traitement avec le principe de proximité, donc qui consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production, en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Donc, encore une fois, ça, il n'y a pas de périmètre qui est défini. Bon, à l'échelle de la Réunion, ça semble cohérent de respecter déjà cette échelle. Et puis, l'idée, voilà, c'est de trouver des solutions les plus proches possibles du chantier, donc de maximiser, par exemple, tout ce qui peut être réemploi sur site déjà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est déconstruction et compagnie. Ensuite, on va avoir tout ce qui est réemployer les matériaux de construction, donc les réintégrer dans les projets de construction de réhabilitation. Et ça, aujourd'hui, les obligations, elles sont quasiment exclusivement, les obligations directes, elles sont que pour les maîtrises d'ouvrage publiques. Il y a l'obligation depuis 2020, depuis la loi AGEC, de veiller au recours à des matériaux de réemploi. Donc c'est inscrit dans le Code de l'environnement. On nous dit dans le domaine de la construction et de la rénovation des bâtiments, la commande publique doit prendre en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veiller au recours à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables. Et l'échéance qu'on a, c'est qu'en 2030, il y aura un pourcentage exigé de matériaux bas carbone, donc notamment de réemploi, dans toutes les opérations de construction ou de réemploi, minimum 25%. Donc voilà, aujourd'hui, on ne sait pas encore, on n'a pas encore les textes d'application. Mais donc, à long terme, de toute façon, il y aura un pourcentage obligatoire. Avant cette échéance de 2030, on a aussi une échéance 2026 avec la loi climat qui a fixé une obligation généralisée de verdissement de la commande publique. Et donc, tous les maîtres d'ouvrage publics, dans tous leurs marchés, donc que ce soit les marchés de maîtrise d'œuvre, les marchés de travaux, les marchés de fourniture, peu importe, il y aura l'obligation de prévoir des spécifications techniques qui vont prendre en compte les objectifs de développement durable, des critères d'attribution qui prennent en compte les caractéristiques environnementales de l'offre et des conditions d'exécution qui prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Donc encore une fois, dans le cadre des projets de construction et de rénovation, intégrer une démarche d'économie circulaire et notamment une démarche de réemploi des matériaux, ça permet de respecter tout ça.
Donc, en gros, là, pour le coup, ça s'approche assez rapidement, d'ici 1 an et demi. De toute façon, l'objectif, c'est de généraliser le recours aux matériaux de construction et de le valoriser dans les appels d'offres pour pouvoir respecter cette future obligation ou si elle n'est pas respectée, là, pour le coup, on pourra, les concurrents évincés pourraient contester et obtenir l'annulation des marchés ou des dommages intérêts. Voilà, donc sur le volet commande publique, on est là-dessus. Au niveau en revanche maîtrise d'ouvrage privée, aujourd'hui, hormis les labels ou certaines réglementations pour les très grosses entreprises, on n'a pas de levier et c'est surtout voilà, plus des démarches volontaires. Donc voilà pour ce qui est de la réglementation à strictement parler. On va voir après tout ce qui est assurance. Et ensuite, on va voir tout ce qui est prescription, donc concrètement, comment je fais dans mes marchés ou qu'est-ce qu'il faut que je privilégie comme matériaux ou sur quel chantier c'est le plus simple juridiquement de faire du réemploi. Mais donc là, c'était l'aspect vraiment réglementaire pur. Donc, on va traiter une première question, donc une question d'Isabelle. Donc, l'obligation de réemploi pourrait-elle s'appliquer aux projets neufs également en recherchant bien sur des sources ex situ? Tout à fait. Pour le coup, l'obligation de réemploi sur la commande publique pour les maîtrises d'ouvrage publics, c'est vraiment construction et rénovation. Donc, ça inclut la construction neuve. Donc, il y a vraiment, voilà, sur ça, il y a vraiment pas de débat. On peut prendre, il n'y a pas de distinction dans le texte sur c'est des matériaux de réemploi, donc ça peut tout à fait être du sourcing à l'extérieur sur d'autres projets, via des filières locales, via des ressourceries, via d'autres projets, d'autres maîtrises d'ouvrage, comme ça peut être sur des projets de rénovation, effectivement, du réemploi sur site. Il y a de tout. Donc, on poursuit la deuxième séquence. Donc, on traitera une question à chaque séquence, donc, comme précisé, et on continuera à traiter l'ensemble des questions lors de la séquence questions-réponses de 20 minutes. On passe du coup à tout ce qui est assurance et réemploi. Est-ce que c'est toujours un frein à lever? Donc effectivement, tous ceux, vous êtes nombreux a priori à être novices ou apprenants et vous avez dû vous heurter à ce sujet assurantiel. L'objectif là, c'est de faire le point sur la problématique pour que vous ayez fait le tour un petit peu des freins qu'on est susceptible de rencontrer. Donc, je vous ai rappelé le problème originel. Donc, la garantie décennale des constructeurs est d'ordre public. Elle ne peut être exclue ou aménagée contractuellement en amont du chantier. Donc, en gros, on ne peut pas squeezer la garantie décennale. La souscription d'une assurance est obligatoire à ce titre. Donc, pareil, on ne peut pas le squeezer. Pour les maîtres d'ouvrage, pour couvrir les dommages qui relèvent de la garantie décennale, on doit souscrire la fameuse dommage ouvrage. Donc là, l'objectif, c'est de protéger les maîtres d'ouvrage pour qu'en cas de sinistre ultra important, ils soient indemnisés rapidement. Et pour les acteurs de la construction, ils doivent souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité en cas de sinistre de nature décennale. Là, l'objectif, c'est que les acteurs de la construction, si leur responsabilité est retenue, ils ne se retrouvent pas à titre personnel en situation de faillite ou de devoir prendre en charge le montant de ces travaux qui est ultra important. Donc, une garantie légale, une responsabilité qu'on ne peut pas aménager, une obligation d'assurance pour faire en sorte que cette responsabilité n'induise pas une surcharge financière pour chacun de ces acteurs. Et la dernière étape, lorsque le recours à des matériaux de réemploi est déclaré à ces fameux assureurs, généralement, ils vont soulever diverses problématiques et réticences. Donc là, l'objectif, c'est de voir avec vous chacune de ces réticences et les réponses qu'on y apporte. Petite parenthèse quand même, on a mis lorsque le recours à des matériaux de réemploi est déclaré, j'insiste sur le fait que légalement, il n'y a pas d'obligation de déclaration spontanée. La seule obligation de déclaration que vous avez en tant qu'assuré, c'est de répondre aux questions qu'on vous pose. Donc, s'il y a des questions en lien avec le réemploi, vous en parlez. S'il n'y en a pas, en réalité, légalement, vous n'avez aucune obligation de déclarer et on ne peut pas derrière vous dire c'est de la réticence intentionnelle, vous n'avez pas déclaré le réemploi alors que vous auriez dû et compagnie. Voilà, je précise ça parce que je pense que c'est important et que parfois cette question de obligation de déclaration, elle n'est pas claire non plus. Après, encore une fois, ça reste une bonne pratique de déclarer, surtout quand on fait beaucoup de réemploi et des choses qui pourraient induire un sinistre décennal,
pour voilà, ne pas avoir ensuite de risque de refus de l'assureur et de devoir batailler en plus avec son assureur. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas une bonne pratique, je dis que c'est pas forcément une obligation légale de déclarer le réemploi. Donc, on attaque sur le décryptage des problématiques qui sont soulevées par les assureurs. La première, c'est le réemploi entraîne une modification des chaînes de responsabilité. Ça, c'est vrai. Le réemploi constitue une aggravation du risque de sinistralité au regard des moindres performances des matériaux. Ça, aujourd'hui, c'est faux. Il n'y a aucune donnée qui va dans ce sens. On va détailler chacun de ces points, ne vous inquiétez pas. Le troisième point, et c'est celui qu'on entend à longueur de journée, le réemploi ne constitue pas une technique courante de construction et induirait une exclusion de garantie. Ça, c'est clairement faux. Le quatrième point, c'est le réemploi n'est parfois pas inclus dans l'assiette de la garantie dans le cadre du réemploi in situ ou du don de matériaux. Ça, c'est vrai. Et le dernier point, c'est le fait pour le maître d'ouvrage de prescrire le réemploi peut réduire son droit à indemnisation en cas de sinistre. Ça, c'est faux. On va rentrer dans chacun de ces points pour que vous compreniez, que vous puissiez répondre si jamais c'est des choses qui sont soulevées ou que la question se pose avec vos interlocuteurs. Premier point, le réemploi entraîne une modification des chaînes de responsabilité. Ça, c'est vrai. En gros, il y a une nouvelle chaîne de responsabilité en cas de sinistre parce que la place traditionnelle du fabricant et du vendeur de produits, de matériaux, d'équipements de construction est redéfinie ou éclatée. Et je vous ai mis un schéma qui avait été réalisé par le bureau d'études de Remix pour essayer d'expliquer ce problème du point de vue des assureurs. En gros, quand on commence à gauche, vous avez la prescription par la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est toujours la même chose. L'analyse des risques et la conformité réglementaire par le contrôleur technique. Ça, c'est toujours la même chose. Et puis, en revanche, après, vous avez la partie fourniture du produit, transport du produit et stockage du produit. Et là, ça change complètement avec le réemploi. Dans les projets conventionnels, vous avez un fabricant qui produit le matériau de construction. Ensuite, vous avez ce fabricant qui transporte, parfois qui livre sur le chantier, ou une entreprise ou un transporteur, donc des acteurs qui sont bien assurés et bien identifiés pour faire ce transport. Et puis le stockage est réalisé par l'entreprise. Et donc, les polices d'assurance classiques reprennent ce schéma et donc on sait exactement qui couvre quoi et quel risque à quel moment. Dans les sujets du réemploi, c'est ce que vous avez à droite. En gros, vous n'avez plus de fabricants. À la place, du coup, les assureurs, ils essayent de trouver ce qu'ils appellent un qualificateur, donc quelqu'un qui va dire, bah, ce matériau, il a telle performance, et donc il peut être mis en œuvre dans quel cadre. Et sinon, à la place, vous avez des vendeurs divers et variés qui sont généralement pas assurés en garantie post-livraison et qui seront probablement pas solvables s'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que les assureurs, ils disent, bah, nous, on voudrait un qualificateur. En fait, quelqu'un qui est capable de dire, ouais, on peut le remettre en œuvre. Ensuite, vous avez pour le transport une diversité d'acteurs. Ça peut être une plateforme, un maître d'ouvrage, l'entreprise elle-même, un transporteur. Voilà, ça dépend complètement. Et puis, pour le stockage, vous pouvez avoir un stockage sur le chantier donné par l'entreprise ou un stockage par le maître d'ouvrage sur un autre chantier ou dans un entrepôt. Enfin bref, en gros, il y a des tonnes d'hypothèses et il y a plein de nouveaux acteurs. Donc, pourquoi en gros c'est un problème pour les assureurs? Parce que cette nouvelle chaîne de responsabilité, déjà, ça va rendre super difficile l'identification d'un responsable en cas de défectuosité du matériau. Donc là, plein de questions vont se poser en pratique. Est-ce que c'est imputable au vérificateur, au qualificateur, au vendeur, au transporteur? Qui est responsable, in fine, des travaux de reprise? Et en gros, la réponse, on l'aura pas, quoi. On l'aura pas en amont. Il faudra forcément faire une expertise, détricoter tous les contrats et compagnie. Donc, en gros, un peu un enfer. Et puis, je vous l'ai mis aussi, la plupart des vendeurs sont susceptibles d'être insolvables en cas de condamnation. Et de toute façon, la plupart ne seront pas assurés. Donc, derrière, il n'y aura personne pour payer si jamais le sinistre est lié à un vice des matériaux. Donc, voilà, en gros, c'est ça le problème des assureurs. Donc là, c'est vrai et c'est leur problème. Et c'est pour ça que quand on leur déclare, généralement, ils ne sont pas contents. Et donc, en gros, l'enjeu, souvent, on va le voir dans la dernière partie, en termes de prescription, c'est de clarifier, justement, de faire une stratégie de prescription qui est claire et qui fait que pour eux, il n'y a pas de problème et ils comprennent très bien ce qu'ils assurent. Le deuxième frein qu'on rencontre quand on déclare le réemploi aux assureurs, c'est qu'ils vont dire oui, le réemploi, c'est une aggravation du risque de sinistralité. Parce que justement, il y a moins de bonnes performances et compagnie. Ça, aujourd'hui, il faut savoir que c'est faux. En tout cas, il n'y a aucune donnée qui le confirme. Et au contraire, les données de l'agence qualité construction, qui est l'organisme justement qui fait de la statistique, qui
qui récupère la donnée pour permettre aux assureurs ensuite d'essayer de définir les risques et de définir les polices d'assurance. Aujourd'hui, toutes les données qu'ils donnent montrent qu'il n'y a pas de sinistralité spécifique qui est liée au réemploi. Donc en fait, la sinistralité est la même, que ce soit les matériaux neufs ou les matériaux de réemploi. En fait, c'est la même sinistralité en fonction des familles de matériaux. En gros, il y a des matériaux qui entraînent une grosse sinistralité et d'autres non, et ça change pas. L'agence qualité construction, elle dit quand même, aujourd'hui, c'est lié au fait que la plupart du temps, le réemploi est mis en œuvre justement dans le cadre de gros projets avec des process hyper importants et avec des demandes de qualification technique assez lourdes, et que du coup, on limite aussi le fait que ce soit une démarche un petit peu sporadique et que potentiellement, il y a un problème de compétence. Mais le fait est qu'aujourd'hui, cette histoire il y a une sinistralité, c'est de facto une aggravation des risques, c'est faux. Le troisième chose qu'on rencontre, et c'est le nœud du sujet qu'on entend tout le temps, c'est le réemploi ne constitue pas une technique courante de construction et donne lieu à une exécution de garantie. Donc, réexpliquons la problématique. Pour rappel, les polices d'assurance construction décennale des entreprises de travaux et la dommage d'ouvrage des maîtres d'ouvrage vont généralement limiter leur garantie aux travaux réalisés conformément aux techniques courantes de construction. Donc, c'est un truc qu'on revoit noté dans toutes les polices d'assurance. Et on va souvent entendre que automatiquement, ça exclut le réemploi des matériaux et qu'en cas de sinistre, du coup, la garantie est exclue. Ça, c'est faux. Complètement. D'abord, les techniques courantes sont définies contractuellement, donc ça veut dire tout dépend de ce qu'il y a marqué dans le contrat d'assurance. Donc déjà, encore une fois, il y a des contrats d'assurance où la technique courante couvre le réemploi et vise des matériaux de réemploi. Donc déjà, numéro 1, voilà. Numéro 2, j'insiste aussi, il y a des contrats qui ne sont pas limités aux techniques courantes. Par exemple, vous avez pas mal d'entrepreneurs qui mettent déjà en œuvre des techniques qui ne relèvent pas des techniques courantes, j'en sais rien, certains types de biosourcés ou du photovoltaïque ou des choses comme ça, et qui font qu'ils ne sont pas limités, il n'y a même pas de limite aux techniques courantes dans leur contrat. Donc, encore une fois, par contre, on ne trouve même pas ça. Ensuite, je vous ai mis les polices de base vont renvoyer à la définition donnée par France Assureur de la définition des techniques courantes. Et c'est souvent pour ça qu'on a ce sujet-là. Et donc, cette définition qu'on retrouve dans la plupart des polices de base, c'est la suivante. En gros, ça va couvrir tous les travaux de construction qui répondent à une norme homologuée, donc les DTU ou des règles professionnelles qui sont acceptées par la commission produit, la C2P, ou des recommandations professionnelles qui sont acceptées aussi par cette commission. Et puis après, tout ce qui est ATEX et compagnie, vous avez toute une liste. Et en gros, toute l'histoire de oui, le réemploi n'est pas dans les techniques courantes, c'est qu'on nous dit généralement oui, mais le réemploi n'est pas couvert par les DTU. Et ça, s'il n'y a pas de DTU sur le réemploi, pour autant, il y a des DTU qui visent le réemploi, qui couvrent le réemploi. Par exemple, le DTU pose de cloison démontable, ça vise expressément le réemploi. Les DTU, classiquement, c'est des documents qui datent des années 70-80, n'imposent pas le recours à des produits neufs ou issus d'un fabricant, ça c'est jamais mentionné nulle part. Lorsque les DTU se contentent de renvoyer à des matériaux qui sont normés, normes NF, un matériau de réemploi peut avoir été mis sur le marché initialement conformément à cette norme et dans ce cas d'être considéré comme respectant les exigences du DTU. Et puis, je vous ai mis aussi, maintenant, il y a des règles professionnelles acceptées par la C2P pour le réemploi des structures en acier. Donc, même avec cette définition, il y a clairement, par exemple, que ce soit les cloisons démontables ou les structures en acier, c'est inclus dans les techniques courantes, même au centre de cette définition qui est très restrictive. Donc voilà, donc ce que je vous ai mis, c'est l'affirmation sur laquelle le réemploi n'est pas une technique courante doit déjà être, selon nous, nuancée et contestée au cas par cas en fonction des polices et des matériaux. Et c'est bien quelque chose que la Fédération française des assureurs a elle-même rappelé dans une circulaire sur le réemploi où elle a bien dit on peut mettre en œuvre des matériaux de réemploi conformément à des DTU. C'est pas impossible, c'est pas exclu. Et outre le fait qu'effectivement, donc ça peut être inclus dans les techniques courantes, en plus, les juges, pour le coup, sont hyper favorables aux assurés, donc aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises de travaux, quand il s'agit justement de considérer est-ce qu'on exclut ou pas la garantie. Et aujourd'hui, la Cour de cassation refuse d'admettre la validité des clauses de technique courante dans les polices d'assurance obligatoire. Donc, en gros, quand il y a un sinistre de nature décennale, les juges aujourd'hui nous disent, quand les assureurs essayent de dire, bah non, mais en fait, nous, on exclut parce que ça rentrait pas dans les techniques courantes, les travaux qui ont été faits, et nous, on avait mis dans notre police d'assurance qu'on couvrait que les travaux de technique courante. Aujourd'hui, dans les polices d'assurance obligatoires, les juges ils disent, on s'en fout.
C'est-à-dire qu'on exclut, on considère que c'est nul et non écrit la clause sur les techniques courantes et donc vous êtes tenu quand même d'indemniser. Voilà, donc je pense que ça c'est hyper important dans tous les cas de le voir. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que cette histoire de c'est pas couvert parce que on a des techniques courantes, c'est faux. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Et de dire en plus il y a une exclusion de garantie, c'est complètement faux. Aujourd'hui, en état de la jurisprudence, en tout cas, c'est pas comme ça que les juges raisonnent et les juges, dans le cadre des assurances obligatoires, disent vous n'avez pas le droit en fait de limiter votre garantie au-delà des certaines restrictions qui sont prévues par la réglementation, mais ça n'en fait pas partie. Ensuite, l'autre frein qu'on peut rencontrer, c'est le réemploi n'est pas inclus dans l'assiette de la garantie dans le cadre du réemploi in situ et du don. Et ça, c'est vrai, et ça peut poser une question en termes assurantiels. Donc, c'est les cas dans lesquels la fourniture des matériaux est faite par le maître d'ouvrage, donc tout ce qui est réemploi sur site, ou par une entreprise tierce à l'entreprise de travaux. Donc là, c'est le cas où, par exemple, on confie à une ressourcerie le fait d'apporter des matériaux, on lui confie la fourniture. Et ça induit une spécificité en lien avec la déclaration qui doit déterminer le montant de la cotisation et l'assiette de la garantie assurantielle. Parce qu'effectivement, les matériaux, dans ce cas-là, sinon, vont pas être valorisés comptablement dans le coût de l'opération et des travaux. Pour vous dire concrètement, en gros, l'assureur, il regarde le montant des travaux et il calcule son assiette de garantie là-dessus. Si on lui cache en fait un montant de l'opération en révélant pas une partie des matériaux, bah, en gros, potentiellement, il peut venir en cas de sinistre nous dire, bah ouais, mais moi, je réduis un petit peu ce que j'indemnise parce qu'on m'a pas payé toute la cotisation qu'on aurait dû me payer si on m'avait déclaré toute l'opération. Donc, je vous ai mis la recommandation. Si on fait du réemploi in situ ou s'il y a des matériaux qui sont reçus, notamment à titre gratuit par le maître d'ouvrage, il faut déclarer spontanément à l'assureur. J'insiste sur le fait que souvent, dans le formulaire d'assurance, ils le demandent. Ils le demandent, ils disent montant des matériaux, par exemple, sur site ou matériaux fournis par le maître d'ouvrage. Donc tout ça, normalement, l'assureur le demande. Mais si jamais il ne le demande pas, c'est bien de le déclarer spontanément pour s'assurer que l'assiette de la garantie d'assurance, elle inclut bien tout le réemploi. Voilà. Et je vous ai mis, sinon, le risque, c'est bien celui d'une réduction de la garantie qui sera due par l'assureur. C'est pas une exclusion de garantie dans tous les cas, mais c'est une réduction au prorata de la cotisation qui n'aura pas été payée. Voilà. Donc ça, c'est une spécificité, mais tout ce qui pourrait être invisibilisé en termes de coût de l'opération, vaut mieux le déclarer. Après, la question qui revient souvent et qu'on me pose, c'est qu'est-ce qu'on déclare du coup en termes de coût, si par exemple c'est des choses qu'on a sur site ou si c'est des choses qu'on nous donne gratuitement. Et ça, en gros, ce qu'on peut faire, c'est soit on valorise les prestations qui sont nécessaires pour le réemploi, toute la dépôt sélective, la préparation, les tests ou les choses comme ça, soit on fait une valorisation à valeur de marché. Par exemple, c'est des choses qui ont été données, on valorise à combien on pourrait les revendre sur le marché, quoi. Voilà. Après, il y a plein de techniques, on voit avec l'assureur comment on le valorise, mais le tout, c'est de le valoriser, quoi. Et le dernier point, c'est le dernier frein un petit peu, c'est le fait que les maîtres d'ouvrage ont peur que s'ils prescrivent le réemploi ou qu'ils fournissent des matériaux de réemploi, ça réduise leur droit à indemnisation. Ça, aujourd'hui, pareil, c'est faux. Donc, en gros, je vous rappelle que les constructeurs sont tenus de plein droit à la garantie décennale, sauf s'ils prouvent que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Et parmi ces fameuses causes étrangères exonératoire, il y a deux hypothèses qui concernent l'intervention des maîtres d'ouvrage, c'est l'immixtion fautive et l'acceptation délibérée des risques. Et la crainte, c'est que si le sinistre est imputable à l'un ou à l'autre, le droit à indemnisation du maître d'ouvrage est réduit au prorata de sa faute, voire carrément retenu et les entreprises ne sont pas responsables. Et en gros, aujourd'hui, en l'état de la jurisprudence, il n'y a pas, c'est jamais retenu pour le réemploi. Donc, encore une fois, que ce soit un maître d'ouvrage qui prescrive ou un maître d'ouvrage carrément qui fournisse, on considère qu'il n'y a ni immixtion fautive, ni acceptation délibérée des risques. Et je vous ai mis les principaux enseignements à retenir de la jurisprudence récente en matière de sinistre imputable à des matériaux de réemploi. Vous avez un lien cliquable vers un article où j'avais fait un audit de toute cette jurisprudence et où je raconte les faits à chaque fois, quel était le chantier, comment ça s'était passé, comment ça avait été prescrit, comment ça a été fourni,
et comment ça se passe ensuite en cas de sinistre et de contentieux. Mais en gros, là, je vous ai mis les principaux enseignements. Premièrement, pour les maîtres d'ouvrage, le recours à des matériaux de réemploi n'est pas de nature à réduire son droit à réparation intégrale de son préjudice. Et il n'y a pas d'émission fautive au motif qu'il aurait sollicité du réemploi au cours des matériaux. Donc ça, encore une fois, on a plusieurs décisions, c'est toujours la même chose. En revanche, la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise des travaux est généralement retenue et à ce titre, ils ont le droit de refuser le recours aux matériaux de réemploi. Donc, on le verra juste après sur les stratégies de prescription. Mais en gros, si vous fournissez, vous faites du réemploi in situ, il faut laisser la possibilité à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises de travaux de refuser si elles considèrent que c'est trop risqué ou qu'en état, il manque des éléments ou des tests ou des choses. Quand c'est des éléments susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage, notamment tout ce qui est éléments de structure, les juges considèrent que c'est à la maîtrise d'œuvre de préconiser les études pour confirmer l'aptitude à l'usage et de demander des études de solidité, et que si elle ne le fait pas, l'entreprise de travaux, toutes les entreprises de travaux aussi, sont obligées de le demander ou à défaut doivent refuser de mettre en œuvre les matériaux. Autre enseignement, il n'y a aucune exclusion ou limitation ou réduction de garanties et assurantielles en état de la jurisprudence quand le sinistre décennal est imputable à des matériaux de réemploi. Donc encore une fois, il y a des assureurs qui le tentent. Aujourd'hui, il n'y a aucun juge qui a accédé à ces demandes et donc les assureurs sont tout le temps pleinement tenus d'indemniser. Et ils sont tellement tenus d'indemniser que les travaux de reprise pour réparer les dommages qui ont été causés par les matériaux de réemploi peuvent impliquer la pose de matériaux neufs, alors même que les travaux initialement prévoyaient des matériaux d'occasion. Donc par exemple, si on a des projets où on avait demandé de refaire des toitures avec des tuiles qui étaient présentes sur site de réemploi, on a un sinistre avec des fuites, etc. parce que c'était de mauvaise qualité, et ben finalement les juges disent les assureurs indemnisent tout et en plus il faut remettre des tuiles neuves. Donc forcément, ils sont pas très contents. Et dernier enseignement, les chaînes de responsabilité peuvent rendre le fournisseur des matériaux responsable à terme du sinistre et tenu de régler tous les travaux de reprise en lieu et place des constructeurs. Donc ça, pareil, encore une fois, attention sur tout ce qui est vente, d'avoir des contrats bien adaptés parce que derrière, on peut avoir une responsabilité qui ruisselle. Voilà pour cette partie sur les assurances. Donc, on a une première question là, donc de Christophe. Donc, la technique non courante n'est-elle pas plutôt une déchéance de garantie et non une exclusion? Alors, il y a effectivement une cause de déchéance, mais qui n'est pas les techniques courantes, qui est les règles de l'art. En gros, on a une déchéance de garantie que vraiment dans les cas, donc c'est une violation extrêmement grave des règles de l'art. Donc, on a des exemples de jurisprudence. Et vraiment, c'est des cas. Moi, j'avais trouvé un cas où il y avait un matériau de réemploi qui était impliqué, mais en gros, il n'y avait pas que ça, quoi. C'était vraiment, il n'avait pas respecté ce qu'avait dit la BF, il n'avait pas respecté l'entrepreneur, ce qu'avait dit le maître d'œuvre. Il avait mis en place le matériau. Enfin, c'était vraiment flagrant, c'était vraiment énorme, quoi. Et là, il y avait eu effectivement une déchéance de garantie. Et juste pour expliquer, la déchéance de garantie, en gros, c'est que l'assureur doit indemniser le tiers, mais en revanche, il peut se retourner contre son assuré pour que, à terme, ce soit son assuré qui le rembourse. Donc, en gros, c'est pas opposable au tiers, mais c'est opposable à l'assuré. Donc, en gros, voilà, je sais pas si je suis claire, mais en gros, l'assureur, dans ce cas-là, va indemniser, par exemple, le maître d'ouvrage, mais l'entreprise de travaux qui avait fait n'importe quoi sur le chantier, derrière, est tenue de rembourser son assureur, quoi. Donc, on poursuit pour la troisième séquence. Et la troisième séquence, c'est les stratégies de prescription du réemploi qui ont fait leur preuve en 2024. Donc, pour tous ceux qui veulent s'y mettre, comment faire, que ce soit facile juridiquement et peu risqué juridiquement au début. Donc, comment c'est facile, les chantiers et les matériaux à privilégier? Alors, déjà, les opérations non soumises à contrôle technique, parce que très clairement, une fois qu'on rentre avec les bureaux de contrôle, encore une fois, on pourra en parler si ça vous intéresse, mais ils demandent beaucoup d'éléments pour pouvoir se prononcer sur le risque, donc ça alourdit considérablement.
les matériaux reconditionnés. Donc ça, c'est quand les filières existent. Donc a priori, il n'y en a pas aujourd'hui, ou en tout cas, c'est vraiment au début. Il y a beaucoup de projets, mais il n'y a pas vraiment d'offres aujourd'hui à La Réunion. Mais en gros, le reconditionné, ça va être tout ce qui a fait l'objet de préparation au réemploi et en plus de tests pour vérifier l'aptitude à l'usage, le respect des normes produits, le respect de l'obligation de sécurité et compagnie. Donc voilà, aujourd'hui en métropole, on a de plus en plus qui se structurent, donc tout ce qui va être moquette, sanitaire, les faux planchers, les BAES, enfin, on a plein de filières qui commencent à se mettre en place, mais en fait ça implique le reconditionné de se mettre dans une logique de revenir dans une logique un peu industrielle, et donc c'est des plateformes qui se mettent en place avec des investissements et compagnie. Donc voilà, s'il y en a qui sont disponibles, c'est intéressant. Parce que du coup, c'est comme des matériaux neufs, ils ont des fiches produits. Donc, au niveau assurantiel et au niveau bureau de contrôle, il n'y a plus de frein, quoi. Enfin, c'est exactement comme de faire avec du neuf. Et puis sinon, il y a tout ce qui est matériaux hors champ décennal, où comme ça, on limite au maximum les risques. Et puis, parce que du coup, on n'a pas de problème de responsabilité pendant 10 ans. Et puis derrière, on n'a pas de problème d'assurance derrière aussi à discuter. Donc tout ce qui va être éléments d'équipement dissociable et inerte, donc chemin de câble, plancher technique, moquette amovible, cloison démontable, sanitaire. Donc tout ça, c'est ce qui va pas être intégré à l'ouvrage, qui est pas susceptible, voilà, d'affecter sa solidité ou derrière d'induire un sinistre de nature à compromettre la destination de l'ouvrage. On a tout ce qui est éléments d'aménagement, donc bordure, pavés, boîte aux lettres, donc ça, faut y aller à fond à la caisse. Et puis tout ce qui est éléments d'équipement qui sont installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant. Donc dans tout ce qui est petite opération de maintenance ou de rénovation, mettre des équipements, donc tout ce qui va être radiateur, pompe à chaleur, climatiseur, insert de cheminée, chaudière à gaz. Et ça, en fait, on a eu une jurisprudence récente. Avant, on considérait que ça pouvait rentrer dans le cadre de la décennale, et depuis mars de cette année, la Cour de cassation a tranché et a dit tout ça, en fait, c'est exclu de la décennale, donc vraiment, voilà. Donc ça veut dire que c'est une responsabilité classique. Pendant 5 ans, il n'y a pas d'obligation de garantie décennale au niveau assurantiel. Donc voilà. Donc en gros, ça permet de faire du réemploi assez facilement, de s'entendre sur les partages de responsabilités, que le maître d'ouvrage, par exemple, dise bah moi je veux bien prendre la responsabilité et vous me le mettez en œuvre. Voilà. Donc tout ça, en gros, ce que je vous conseille de faire, c'est facile, juridiquement, c'est pas trop risqué. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est à privilégier. Et ensuite, je vous propose de voir un petit peu pour les chantiers aussi potentiellement un peu plus importants, comment on intègre le réemploi à chaque étape. Donc d'abord en phase de programmation, intégrer le réemploi dans le programme et enveloppe financière prévisionnelle. Et l'idée, c'est que ce soit pris en compte dans les besoins à satisfaire, les objectifs poursuivis, les contraintes et les exigences du projet. Parce qu'effectivement, outre ce qu'on vient de voir, tout ce qui est facile, après, dès qu'on a des ambitions un peu plus importantes, il faut quand même le prendre en compte le plus en amont possible, parce que ça va avoir un impact en termes de calendrier, en termes de contraintes, en termes de coûts. Parfois, l'impact, il est neutre. Enfin, ça peut être iso-coût, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un déplacement des coûts, mais le fait est que voilà, plus on l'anticipe, mieux c'est. Et donc, dans le cadre de cette phase de programmation, en gros, ce qui va se passer, c'est que la maîtrise d'ouvrage, notamment les maîtrises d'ouvrage publiques, va acter politiquement l'orientation vers le réemploi, identifier les opportunités en lien avec la filière sur le territoire, donc faire un taf un peu de sourcing, vérifier si un diagnostic PEMD est obligatoire, auquel cas ça permettra de faire un premier travail pour identifier tout le réemploi qui pourrait être fait sur site. Définir le besoin d'un assistant à maîtrise d'ouvrage spécial réemploi et lancer dans ce cas la consultation pour cet AMO qui va pouvoir inclure un diag EMD et ou un diag ressources, la définition de la stratégie de réemploi, donc sans imposer de solution technique, mais pour fixer des objectifs justement quantifiés, l'appuyer pour l'élaboration des consultations de maîtrise d'œuvre ou de travaux, et puis superviser la démarche tout au long du projet. Et puis dans le cadre de cette phase, voilà, réaliser les diagnostics, que ce soit PEMD ou ressources, pour travailler dans tout ce qui est projet de déconstruction et de réhabilitation sur déjà l'extraction des matériaux. Dans les marchés de maîtrise d'œuvre, l'objectif, ça va être d'intégrer le réemploi dans les marchés de conception.
Là encore, le maître d'ouvrage, il peut se faire assister d'un AMO réemploi pour la consultation, s'il y a le budget, encore une fois, c'est toujours le nerf de la guerre. En pratique, de toute façon, le maître d'ouvrage, il peut prescrire le réemploi de manière plus ou moins contraignante. Donc, le moins contraignant, ça peut être d'exprimer son souhait ou sa volonté pour intégrer des matériaux de réemploi et puis laisser les candidats proposer une réponse adéquate. Ou aussi, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement proposer ou exiger une variante intégrant du réemploi en laissant, voilà, en mettant la balle du côté des candidats si on est, voilà, on est au tout début. On peut aussi, niveau un peu plus déjà contraignant, fixer un objectif chiffré et exiger des compétences dédiées en matière de réemploi. Donc, pareil, ça c'est une solution un peu, je trouve, la meilleure au début, c'est-à-dire que quand même on pousse un peu, mais on est vraiment très très libre au niveau de la maîtrise d'œuvre et pour les candidats. Et puis je vous ai mis l'autre possibilité, ça va être d'intégrer une obligation de réemploi précise et passer parallèlement un marché d'approvisionnement au sourcing pour bloquer les matériaux ou publier un AMI pour identifier d'ores et déjà des repreneurs intéressés. En gros, ça c'est l'hypothèse où par exemple dans la construction, vous avez déjà identifié, je sais pas, une charpente que vous voulez réemployer, bah, vous l'intégrez déjà dans votre marché de conception en disant votre projet, il devra intégrer cette charpente. Ou alors vous avez déjà des objectifs que vous êtes fixés, des pourcentages et compagnie, et vous dites bah voilà, il y aura X% dans ce projet de plancher de toute façon de réemploi à intégrer. Donc voilà, encore une fois, ça va plus loin. C'est pas forcément, ça s'y prête pour les matériaux que vous avez déjà préidentifiés sur le projet, qui sont soit très structurants, soit qui ont une belle valeur, ou soit parce que vous avez beaucoup d'ambition. Mais voilà, c'est déjà beaucoup plus contraignant. Donc, c'est à mon avis si vous êtes déjà pas à la première expérience. Et je vous ai mis aussi d'autres possibilités pour garantir une bonne intégration du réemploi par la maîtrise d'œuvre. Ça peut être d'intégrer la réalisation du diagnostic PEMD aux ressources au marché de conception dans les projets de déconstruction. Donc comme ça, vous êtes sûr en fait que derrière, c'est le même cerveau qui porte toute la démarche de A à Z. Et puis l'autre chose, ça peut être d'organiser un concours de maîtrise d'œuvre, même quand c'est pas obligatoire, avec un jury qui est composé d'experts du réemploi. Et ça permet d'évaluer justement est-ce que vraiment ce qu'on vous propose en termes de réemploi, c'est intéressant et ça va déboucher sur quelque chose. Voilà, c'est tout ce qu'on voit un petit peu qui peut se faire en termes de conception. Et puis on rentre dans un peu le dur du dur et souvent tout le monde rentre directement par là. Encore une fois, j'insiste que c'est mieux d'anticiper parce que quand on est déjà là, généralement parfois ça va induire des surcoûts parce que c'est mal pensé, ou on s'est déjà bloqué un petit peu sur certaines choses, ou on a déjà un calendrier qui est tellement contraint, bref. Mais voilà, au stade des marchés de travaux, de déconstruction ou de réhabilitation, l'objectif ça va être d'intégrer le réemploi pour extraire les matériaux. Et là, il y a trois questions principales généralement qu'on commence à se poser. La question des matériaux de réemploi, qu'est-ce que je dois prévoir dans mon marché? Est-ce que faut que je crée un lot réemploi? Et quel justificatif de traçabilité il faut que j'exige? Donc là, encore une fois, on parle des marchés de travaux que de déconstruction et réhab, et on va voir juste après les marchés de travaux construction. Cession des matériaux de réemploi, qu'est-ce que je dois prévoir dans le marché? Donc, rappel, une fois qu'ils ont été identifiés et caractérisés, via notamment un diag PMD ou un diag ressources, les matériaux, on peut faire plusieurs choses. Soit ils sont réemployés, ils sont destinés à un réemploi in situ, et donc dans ce cas, les enjeux ils sont essentiellement logistiques, il n'y a pas de cession particulière. Soit ils sont destinés à un réemploi ex situ, mais sur une autre opération du même maître d'ouvrage, et là, à nouveau, il n'y a pas de question de cession. Je vous ai mis juste en dessous en vert, en termes de prescription, ces deux stratégies, réemploi in situ et réemploi ex situ, mais sur vos opérations, ça implique une première prestation de dépose et de stockage avec ou sans transport, et puis après une prestation pour la révision et la pose des matériaux, voire retraitement, recertification pour les matériaux ultra-sensibles. Et donc voilà, en tout cas, il n'y a pas de sujet de cession, c'est vraiment des prestations logistiques, et puis comme on l'a vu, potentiellement un sujet assurantiel à déclarer pour que tous ces matériaux-là, ils apparaissent bien dans le coût de l'opération qui est couverte. Donc ça, c'est les premières hypothèses, mais du coup, il n'y a pas de sujet de cession. Et puis, la troisième hypothèse, c'est celle qu'on retrouve le plus. La plupart des matériaux, ils ont vocation à être cédés à d'autres maîtres d'ouvrage ou professionnels de la construction pour être réemployés sur d'autres projets ou d'être cédés à des acteurs du territoire, notamment des associations qui sont spécialisées, des ressourceries et compagnie.
Et donc, dans ce cadre-là, pour les maîtrises d'ouvrage publiques notamment, les questions qui se posent, ça va être tout ce qui est conditions et procédures de cession applicables pour les maîtres d'ouvrage publics, donc Code général de la propriété des personnes publiques. Je ne le détaille pas, mais je vous ai mis après une ressource où vous avez tout dedans. Et puis surtout, les modalités de cession et leur implication sur les marchés qu'on va passer. Donc, c'est juste ça qu'on va voir dans la slide d'après. Et je vous ai mis juste au-dessus, la dernière hypothèse, c'est les matériaux qu'on a réemployés et qu'on ne va pas réemployer sur site ou dont on n'aura pas l'usage dans le cadre d'autres opérations, ils peuvent être déposés dans des zones dédiées au réemploi à des points de reprise de la REP-PNCB. Donc ça, encore une fois, ça dépend des points de reprise qui existent déjà à proximité du chantier, mais normalement, on peut proposer une zone de dépôt. Ça reste une solution qui n'est pas forcément hyper intéressante parce que du coup, ça veut dire qu'on finance un peu la dépose sélective, le transport, et puis on les remet gratuitement au point de reprise. Et en plus, au point de reprise, du coup, on n'est même pas sûr derrière que ce soit bien réemployé sur le territoire. Donc voilà, c'est pas la meilleure solution aujourd'hui. Donc la meilleure solution, c'est bien généralement de le céder via les marchés. Et donc, en gros, dans le marché de travaux, de déconstruction ou de réhabilitation, il y a deux solutions principales pour le maître d'ouvrage. Moins compliqué et moins risqué, c'est cession à l'entreprise de travaux directement via le marché. Donc, en gros, dans ce cas-là, la contrepartie de la cession des matériaux, c'est une réduction sur le prix des travaux. Donc, en gros, on dit, bah, tu me déconstruis ce bâtiment, et puis il y a ce que tout le monde appelle une moins-value. En gros, il y a une reprise de tous ces matériaux-là, et cette reprise-là, bah, tu me diras, je veux que tu atteignes les objectifs de réemploi, que tu les réintègres sur d'autres projets où tu les remets à des acteurs de la filière et compagnie. Et donc, dans ce cas-là, les candidats vont chiffrer effectivement le montant des travaux et cette fameuse moins-value, ce montant de la reprise des matériaux. Et dans ce cas-là, juste, il faut faire hyper attention sur les pièces financières parce qu'il y a des règles en matière de TVA. Voilà, pareil, je vous ai mis une ressource pour que vous ayez un modèle. Mais en gros, c'est juste ça sur lequel il faut faire attention. Mais c'est la solution, selon moi, la plus intéressante et la plus simple pour céder. Parce que du coup, en fait, on cède les matériaux avant la déconstruction en l'état. Donc, pour le maître d'ouvrage, il n'y a pas de responsabilité. Et on est sûr qu'on récupère un peu d'argent puisqu'on fait une moins-value. Donc, en gros, on ne supporte un peu aucun risque, ni financier, ni en termes de responsabilité par la suite. Voilà. Donc, pour moi, pour commencer, c'est le mieux, faites comme ça. Et puis l'autre possibilité qu'on a, c'est on veut céder directement les matériaux, c'est-à-dire que on veut récupérer l'intégralité du prix des matériaux qui vont être vendus et l'objectif, voilà, ça va être de vendre à d'autres acteurs du territoire. Dans ce cas-là, ce qu'il faut prescrire dans le marché de travaux, bah, c'est une prestation logistique, donc tout ce qui va être conditionnement des matériaux, stockage sur le chantier, et puis des pénalités pour sanctionner les dégradations ou les pertes trop importantes, parce que du coup, ça aura un impact sur le bilan économique de l'opération, puisqu'on aura payé pour de la dépose et finalement, on ne pourra pas valoriser les matériaux derrière. En plus, on va se retrouver en difficulté potentiellement si on a cédé déjà et qu'on ne peut pas livrer. Mais ça, encore une fois, il faut bien avoir des contrats de vente qui sont bien faits. Mais en tout cas, voilà, il faut prévoir quand même des pénalités pour sanctionner si jamais derrière, on se retrouve avec plein de matériaux qui sont un peu invendables, voire incessibles. On ne peut même pas les donner aux assos parce qu'ils sont mal déposés et mal conditionnés. Ensuite, pour trouver des repreneurs, il y a plusieurs stratégies possibles. On peut passer des appels à manifestation d'intérêt, recourir à des plateformes en ligne. Donc ça, pareil, le recours aux plateformes en ligne, bah, c'est soumis pour les maîtres d'ouvrage publics, c'est soumis au code de la commande publique, mais vu les montants, généralement, il n'y a pas besoin de publicité ou mise en concurrence pour contractualiser. On peut organiser des ventes éphémères en pied de chantier ou sur des plateformes de réemploi. Ça, pour le coup, c'est mieux de passer directement par des acteurs associatifs du territoire, leur donner tous les matériaux et leur confier le soin d'organiser ces ventes éphémères. En termes de responsabilité, c'est plus intéressant. Et puis l'autre modalité qu'on voit aussi, c'est beaucoup publier des catalogues de matériaux sur les réseaux sociaux ou par exemple via la CER-VTP, je pense, pour faire circuler l'information de quels matériaux on a sur le chantier. Mais donc voilà, en gros, on a un peu ces deux types de logiques dans les marchés. Soit on cède tout à l'entreprise de travaux et on lui dit tu gères le réemploi. Soit on lui cède pas, on lui dit tu me déposes tout proprement et moi j'organise ma démarche de réemploi et mes sessions directement sur le chantier. Ensuite, l'autre question qu'on retrouve beaucoup, c'est est-ce qu'il faut créer un lot réemploi?
Donc ça, effectivement, le maître d'ouvrage, il a deux solutions et c'est aussi en fonction de la taille du projet. Soit il crée un lot dédié aux prestations de réemploi, soit il les intègre dans les lots existants. Donc, du côté des maîtrises d'ouvrage publiques, l'obligation ou non d'allotir, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément une option. Si on doit potentiellement allotir, si c'est vraiment identifiable, et ça dépendra de l'opération, comme je vous disais, de l'ampleur des prestations de réemploi, du type de matériaux, du planning de l'opération, des raisons d'infructuosité. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la création d'un lot 0 ou lot 1 ou lot réemploi, ça présente l'avantage de faciliter l'accès des acteurs locaux de l'économie circulaire à ces marchés et de monter en compétence sur ces sujets. Et ça peut être l'occasion de réserver un lot pour les acteurs de l'insertion qui, justement, se spécialisent de plus en plus sur toutes ces prestations-là. Et à contrario, l'intégration des prestations liées au réemploi dans chaque lot métier, ça peut être justifié pour des raisons techniques. Par exemple, tout ce qui va être dépôt du bois de charpente ou de tuiles ou d'ardoise, bah, ça peut être intéressant de le faire par le charpentier, etc., par ceux qui connaissent, et souvent c'est eux les plus à même justement de bien le faire et de mener à bien la démarche. Et je vous ai mis aussi, il y a le lot curage souvent qui peut se retrouver avec toutes les prestations de dépôt et compagnie réemploi. Et dans ce cas-là, on peut mettre une clause aussi, pareil, une clause sociale d'insertion pour obliger le lot curage à recourir à ces structures-là pour cette partie des missions. Quel justificatif de traçabilité exigé? Donc ça, c'est pareil, dans les marchés de déconstruction et de réhabilitation, on veut faire du réemploi, c'est souvent une question récurrente, qu'est-ce que je dois demander? Je vous ai mis rappel, il n'y a pas d'obligation de traçabilité réglementaire pour les méthodes de réemploi, mais il y a des bonnes pratiques à intégrer. Donc je vous ai mis transmission dans le dossier des ouvrages exécutés d'un bilan réemploi. Ça, le plus simple, je trouve, c'est de demander le tableau qui est déjà prévu dans le SERPA de récommand du diagnostic PEMD, donc que vous trouvez en ligne. Et c'est un tableau qui n'est pas énorme. Et l'intérêt de demander celui-là, c'est que si jamais il y a un diag PEMD, bah, ça permet d'avoir toutes les données déjà pour que maître d'ouvrage puisse lui transmettre au CSTB ce tableau. Et puis, la deuxième chose à demander, au-delà de ce bilan, ça va être tous les justificatifs qui sont liés au lot réemployé hors du chantier. Donc là, ça peut être les contrats de vente, les fiches de traçabilité, les attestations de dépôt en point de reprise de l'AREP, les conventions de dons, enfin bref, peu importe, en fait, il faut être très ouverte à d'esprit parce qu'encore une fois, c'est déjà une usine à gaz. Mais en gros, voilà, simplement qu'on puisse tracer un petit peu toutes les quantités qu'on a dans le bilan, nous expliquer un petit peu, bah voilà, justifier qu'on raconte pas n'importe quoi et voilà. Et je vous ai mis, important, en revanche, fixer des pénalités dissuasives en cas de retard ou de défaut de transmission de ces éléments, parce que voilà, là pour le coup, c'est quand même important de savoir où est-ce que ça finit et qu'on est bien, dans le cadre du réemploi, comme on a vu sur le sujet réglementaire. Et dernier sujet, bah, dans les marchés de travaux, cette fois-ci de construction ou de réhabilitation, donc quand je veux réintégrer des matériaux de construction, en termes de prescription, quelles sont mes options? Je vous ai mis les 3 solutions principales pour prescrire la fourniture de matériaux de réemploi. Première solution, encore une fois, la plus simple à privilégier, je trouve, quand on commence, c'est la fourniture des matériaux de réemploi par chaque entreprise de travaux. Donc là, voilà, dans chaque lot de travaux, chacun se débrouille, on met un objectif, voilà, là, tout le sujet, c'est comment presser son objectif. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, ou de mettre des unités, mais de dire, voilà, vous mettez du réemploi, par exemple, dans le plomberie, vous mettez X unités de sanitaires réemployés ou compagnie. L'autre solution, c'est celle du milieu, la fourniture des matériaux par une entreprise spécialisée. Donc là, l'idée, c'est d'isoler la fourniture et le sourcing des matériaux de réemploi dans un lot dédié, ou alors on peut passer un accord cadre en parallèle avec un acteur ou une entreprise spécialisée et qu'on utilisera pour différentes opérations. Je vous ai mis la possibilité de recourir éventuellement au dispositif des marchés innovants pour ces opérations, parce que parfois c'est des prestations qui n'existent pas ou qui sont en cours de démarrage. Et donc voilà, ça permet de passer sans publicité ni mise en concurrence pour ce type de prestation. Pareil, ça peut être justement de la fourniture, mais aussi un acteur qui va faire du reconditionnement pour le compte de la maîtrise d'ouvrage, où justement vous allez lui envoyer certains équipements qui viennent de vos chantiers pour qu'ils reconditionnent pour d'autres chantiers. Enfin voilà. Donc ça, c'est fourniture par un tiers.
Et puis l'autre hypothèse, c'est la fourniture par le maître d'ouvrage. Donc là, soit un stock issu de vos chantiers, soit un sourcing qui est fait par un AMO réemploi et compagnie. Bon, le plus important, c'est de retenir que quand c'est pas l'entreprise de travaux du coup qui fournit les matériaux de réemploi, c'est encadré que je vous ai mis en bas à droite. Dans la mesure où, comme on l'a vu, les entreprises de travaux sont responsables des matériaux qu'elles posent, c'est indispensable d'aménager une procédure contradictoire d'acceptation des matériaux qu'elles ne fournissent pas pour qu'elles aient la possibilité de refuser la mise en œuvre ou de formuler des réserves ou de solliciter des tests ou des prestations supplémentaires de reconditionnement qu'elles vont mettre en œuvre et compagnie. L'autre question dans le cadre de la fourniture des matériaux de réemploi, du coup, généralement, c'est comment je fais si, au final, notamment dans les marchés publics, parce que c'est plus compliqué, c'est plus rigide, comment je fais si finalement mes matériaux ils sont pas réemployables parce qu'en fait on se rend compte qu'ils sont vraiment de mauvaise qualité ou qu'au final l'entreprise elle n'arrive pas à trouver, comment je fais pour adapter mon marché, comment je fais en termes de prescription. Donc c'est la slide que je vous ai mise là. Gérer l'aléa lié à la fourniture en cours d'exécution du marché, donc matériaux introuvables, endommagés, refus de l'entreprise ou de l'assureur. Donc je vous ai mis ici ce qui n'est pas adapté et ce qu'on voit, parce qu'encore une fois on voit n'importe quoi en termes de prescription, donc ne prenez pas un modèle sur des mauvais élèves. Ce qui n'est pas adapté, ça va être la variante, parce qu'encore une fois normalement la variante on la déclenche lors de l'attribution du marché. Et là, encore une fois, la variante, là, ce sera en cours d'exécution du marché qu'on va avoir le problème. Les prestations supplémentaires éventuelles, parce que pareil, c'est quelque chose qui s'ajoute, alors que là, la plupart du cas, en fait, ce serait quelque chose qui remplace. Donc, les deux solutions de prescription, elles sont là. Si le marché prévoit que les matériaux de réemploi ne sont pas fournis par l'entreprise de travaux, donc si c'est une maître d'ouvrage ou un tiers qui fournit, comment on fait? Et en gros, dans le marché de travaux de l'entreprise, on met des tranches optionnelles. C'est-à-dire que on prévoit la fourniture de matériaux neufs en cas de réemploi impossible, et comme ça viendra s'ajouter aux prestations de pause qui étaient déjà prévues pour l'entreprise. Et si le réemploi de matériaux était prévu S'il était prévu que l'entreprise de travaux fournisse les matériaux de réemploi et qu'au final elle n'y arrive pas, ce qu'on prévoit dans le marché, c'est une clause de réexamen avec un BPU en annexe du mémoire technique, dans lequel l'entreprise, en fait, a un BPU dans lequel l'entreprise, elle met déjà son prix pour la fourniture en neuf. Et donc, comme ça, si jamais on se rend compte qu'il y a des matériaux où on n'arrive pas ou finalement on ne pourra pas faire de réemploi, en fait, on n'a pas besoin de faire un avenant. On déclenche en fait ces prix du BPU et on peut le faire tout simplement ensuite par l'envoi d'un courrier qu'on peut transmettre également par mail. Voilà, et on n'a pas besoin de faire d'avenant. Donc, pour toutes ces solutions que je vous ai citées, je vous ai mis ici des ressources cliquables, notamment un événement que j'avais animé à Dijon et qui développe notamment pour toutes les maîtrises d'ouvrage publics toutes les règles aussi à prendre en compte en termes de conditions et de procédures de cession. Vous avez un guide de l'USH, notamment pour les bailleurs sociaux, mais qui peut s'appliquer plus largement et qui est vraiment des fiches thématiques sur comment je fais pour la fourniture, comment je fais avec mon bureau de contrôle, comment je fais avec mon assureur, comment je fais pour mon lot réemploi, enfin voilà. Je vous ai mis un lien aussi vers la newsletter du cabinet, vous pouvez vous abonner gratuitement où il y a justement on diffuse toutes ces ressources gratuites qui sont disponibles au fur et à mesure. Et puis vous avez aussi des fiches que j'avais rédigées pour le moniteur, je vous ai pas mises là, mais sur comment prescrire le réemploi dans les marchés publics, ou pareil, voilà, un petit peu sur ce qu'on vient de se dire, mais beaucoup plus détaillé. Voilà pour les ressources, en tout cas qui vous permettent parfois d'avoir justement des modèles de clauses et compagnie et des REX pour vos marchés. Merci Maître Gelot pour ces 3 séquences. Donc on va démarrer la réponse aux différentes questions, on va dire dans l'ordre. Donc là on a la question d'Amaury. Donc la fiche de traçabilité peut-elle servir à établir les responsabilités légales en cas de litige ultérieur sur un produit réemployé? Voilà, c'est une très bonne question et j'ai envie de vous dire que ça dépend ce qu'il y a dans la fiche de traçabilité. Alors, il y a plein de modèles de fiches de traçabilité. Moi, j'en ai un que j'ai fait et justement, je sais juridiquement ce qu'il implique. Il y en a d'autres. Effectivement, le problème de la fiche de traçabilité, c'est que
Déjà, premier problème de base, parfois les gens pensaient que la fiche de traçabilité était un petit peu comme un acte de cession. Donc en fait, ils confondaient, alors que la fiche de traçabilité n'emporte aucune cession de propriété. Mais parfois, du coup, on ne sait pas. Donc il n'y a pas eu de cession. Donc c'est comme du recel en fait. Il n'y a pas de cession, les gens se passent le matériau. En fait, il n'y a jamais eu de transfert de propriété. Donc ça, c'est un premier problème avec les fiches de traçabilité qui sont pas claires. Et en revanche, effectivement, une bonne fiche de traçabilité, ce qu'elle va permettre de faire, c'est qu'effectivement, elle est censée permettre de clarifier les responsabilités. Première responsabilité qu'elle est censée clarifier, celle qu'on a vue au début, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité déchet. Donc déjà, elle est censée nous clarifier ça, c'est-à-dire nous dire on est sur de la responsabilité classique et compagnie, on n'est pas sur de la responsabilité administrative ou pénale déchet. Ensuite, elle est censée nous circonscrire effectivement la responsabilité de chaque acteur et le transfert des risques et le transfert de propriété un peu successifs, c'est censé le clarifier et nous dire par exemple l'état du matériau au fur et à mesure. Donc nous dire par exemple, quand il a quitté le chantier, on avait listé tel défaut ou il y avait telle quantité. Et puis quand c'est arrivé ensuite à l'issue du transport, il y avait toujours telle quantité et il n'y a pas eu a priori de dommages durant le transport et compagnie. Et voilà, en gros, c'est censé nous servir à ça. Après, l'enjeu de la fiche de traçabilité, pour moi, c'est surtout ce sujet de statut de déchet, de savoir que quand ça sortait du chantier, il n'y avait pas de statut de déchet. Après, sur le reste, ça dépend ce qu'elle inclut et justement, elle est très détaillée sur notamment un petit peu les états des lieux des matériaux. Parce qu'il y en a justement où elles permettent de servir de sorte de bon de livraison. Donc, elles permettent de nous dire, voilà, il y a un transfert des risques à partir de ce moment-là. Parce que dans les contrats, on dit, à compter de la signature de la traçabilité de remise au transporteur, on considère que voilà, quand c'est terminé, on ne pourra pas venir nous chercher pour les défauts ou les vices du matériau. Donc, voilà. Encore une fois, il faut se dire que tout dépend de ce qu'il y a dans la fiche de traçabilité. Moi, ce que je vous conseille de faire pour qu'elle soit utile en termes de responsabilité, c'est de toute façon, ces fiches de traçabilité, on a du mal à les faire remplir. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, plus personne ne peut les remplir, quoi. On n'arrive pas à les faire remplir. Donc, l'objectif, pour moi, c'est vraiment d'identifier les matériaux quantitativement et qualitativement sur le chantier, de établir qui a vérifié que effectivement c'était à peu près réemployable. Et encore une fois, ça ne présage pas de est-ce que ensuite ça pourra être réemployé, mais voilà, que ça permette d'identifier cet opérateur. Mais effectivement, ce sera, c'est sûr, aujourd'hui on n'a pas de jurisprudence là-dessus, mais c'est sûr que ça fera partie des documents qui vont remonter dans le cadre d'un litige pour voir justement est-ce qu'il y avait des défauts, est-ce qu'il y avait des vices, quels sont les opérateurs qui sont intervenus dessus pour essayer d'aller les attraire en responsabilité. Ça, c'est sûr. Autre question. Donc, est-ce que cette obligation pourrait s'imposer au VRD? Je pense que c'est l'obligation de recours aux matériaux de réemploi. Alors, pour les VRD, en tout cas, il y a une obligation pour tout ce qui est, alors ça concerne que les travaux de construction et tout ce qui est construction et entretien routier. Il y a une obligation d'utiliser des matériaux de réemploi. De mémoire, ça doit être 70%. C'est une obligation depuis de mémoire, encore une fois, la LTECV, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en 2015. Mais du coup, il y a une obligation qui est chiffrée, beaucoup plus précise, d'utiliser justement des matériaux de l'économie circulaire. Mais c'est pas la même que effectivement celle que je vous ai citée, qui est vraiment là pour la construction et la rénovation. Donc, on a une autre question, enfin, plutôt une réflexion. Donc, un assureur construction opère une distinction entre les travaux de technique courante et les travaux de technique non courante nécessitant une déclaration préalable pour étendre la garantie. Donc, les assureurs participent et favorisent l'innovation dans l'acte de construire. Bon, je pense que c'est une réflexion d'un assureur. Donc on a une autre question. Donc il me semblait qu'il n'y a plus d'exigence d'assurance décennale pour les équipements. Est-ce exact? Cela va à l'opposé du premier point de vue sur l'une des diapos.
Donc, je pense que ça, c'est une question qui a peut-être été posée alors qu'on n'avait peut-être pas tout lu. Mais donc, effectivement, je pense que ça fait référence à cette jurisprudence de Mars. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette jurisprudence de Mars, c'est que, en fait, sur les travaux qui consistent à remplacer ou à ajouter un équipement. Donc, ça va pas s'appliquer, par exemple, sur les équipements dans le cadre d'une grosse opération de réhabilitation ou dans le cadre d'une opération de construction. Ça va vraiment concerner que, quand on va changer une clim, quoi. Ou quand on va justement ajouter des radiateurs. Et que c'est ça l'opération de travaux, quoi. Mais ça va pas concerner après une grosse opération, ces équipements-là, dans le cadre d'une opération beaucoup plus large et beaucoup plus importante. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est un petit peu complexe, mais qu'on soit clair. Hein, là, le but, c'est de vulgariser et de vous donner des billes sur où est-ce que vous pouvez aller et compagnie. Mais après, quand on rentre dans le fond de tous ces sujets, c'est extrêmement complexe et c'est aussi un des problèmes que rencontrent les assureurs. C'est qu'aujourd'hui, la garantie décennale, comme les juges passent leur temps à changer et à nous dire ça rentre dedans, ça rentre pas dedans, ça rentre dedans, ça rentre pas dedans, eux-mêmes, en fait, ils ont du mal à définir ce risque et à le couvrir, en fait. Donc, et ça, c'est indépendant du sujet du réemploi des matériaux. Mais donc voilà, donc pour les équipements, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis mars 2024, tout ce qui est équipement destiné à fonctionner qui va être rajouté dans le cadre de travaux qui visent à les ajouter ou des opérations de maintenance, les juges ont dit ça c'est plus de la garantie décennale. Mais ces équipements-là, en revanche, ça ne veut pas dire que dans le cadre d'autres opérations, c'est pas de la garantie décennale. Et pour tous les équipements dissociables et inertes que je vous ai listés, où je vous ai dit ceux-là, il faut les favoriser. Et effectivement, en gros, ils vont pas relever de la garantie décennale parce qu'ils sont pas intégrés à l'ouvrage et donc il n'y a pas de sujet de solidité. Et puis, ils sont généralement pas de nature à causer des sinistres qui peuvent compromettre la destination de l'ouvrage. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'est ces filières-là que les assureurs, les bureaux de contrôle et la filière du réemploi essayent en priorité de déployer dans les projets. Une autre question, donc pour les fournisseurs de réemploi, est-ce qu'une couverture assurantielle pour la compétence de qualificateur permet de couvrir le risque lié à la fourniture? Alors en fait, aujourd'hui, ce qui existe pour les fournisseurs de matériaux de réemploi, ce qu'il faudrait qu'ils aient, c'est une garantie post-livraison qui est équivalente à ce que la garantie dont disposent les fabricants de matériaux. Aujourd'hui, les seuls qui arrivent à avoir cette garantie post-livraison, c'est ceux qui font du reconditionné. Donc qui ont un process standardisé, quasi ou industriel, et qui fait que le risque en fait peut être couvert et peut être évalué. Après, pour tous les autres fournisseurs de matériaux, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas possible de couvrir ce risque-là parce qu'il y a trop de diversité, quoi. Et il n'y a pas forcément de préparation et compagnie qui permet de limiter le risque ou en tout cas de l'encadrer ou de standardiser. Donc voilà, aujourd'hui, les fournisseurs de matériaux type ressourcerie ils n'en ont pas. Et donc ceux qui en ont, c'est vraiment ceux qui font du reconditionné ou les acteurs traditionnels de l'occasion, tout ce qui était négociant en matériaux d'occasion, mais très spécialisés, donc qui ont aussi une compétence métier. Ceux-là, ils ont cette garantie post-livraison. Après, sur cette histoire de qualificateur qui est en fait aujourd'hui une fonction qui a été identifiée par les assureurs comme pouvant résoudre le sujet de la chaîne assurantielle. Aujourd'hui, ce qualificateur, dans les faits, ça peut être par exemple l'entreprise de travaux. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de garantie qui correspond à cette mission. Il n'y a pas de produit d'assurance qui correspond exactement. Alors, l'objectif n'est-il plutôt pas d'aller vers des règles professionnelles en commençant par les produits les plus propices au réemploi pour à terme intégrer le réemploi dans les DPU et normes tout en organisant le retour d'expérience?
Donc ça, en fait, c'est le point de vue, encore une fois, des assureurs. Ce n'est pas celui de la filière du réemploi, notamment du SPREC, le syndicat des professionnels du réemploi dans la construction, qui avait publié une tribune sur le sujet, où en fait, pour le coup, l'approche est de dire on ne peut pas se relancer dans un travaux de normalisation similaire à ce qui avait été fait au moment où on s'intéressait à des matériaux sortis d'usine. Aujourd'hui, le réemploi, si on veut le massifier, on restera dans une diversité de situations. On pourra pas, on aura à la fois, par exemple, des matériaux justement reconditionnés, on aura du réemploi in situ, on aura des matériaux très anciens comme tout ce qui se fait déjà dans le secteur des bâtiments historiques, comme on aura des choses plus récentes. Donc en fait aujourd'hui l'idée c'est de se dire il faut ouvrir et il faut pas forcément tout normer quoi, parce que ça va prendre plus de temps et ça implique effectivement un travail extrêmement coûteux, extrêmement fastidieux et qui est pas proportionné aujourd'hui à la valeur en fait de tous ces matériaux et qui est trop lent par rapport à la nécessité d'induire des matériaux de construction. Donc aujourd'hui, enfin voilà, il y a la position des professionnels qui est de dire il faut un panachage, c'est-à-dire que pour les choses très structurelles comme ça a été le cas pour les structures en acier, ben oui, c'est bien d'avoir des règles professionnelles. Parce que c'est très standardisé et que ça s'y prête. Après, il y a plein de types de réemploi et notamment tout ce qu'on a vu, tout ce qui est upcycling, détournement d'usage, où on n'aura pas de règles professionnelles et il ne faut pas que pour autant on considère que c'est exclu ou qu'il faut des attextes. Donc en gros, voilà, l'idée c'est d'arriver à un panachage. Après, très clairement aujourd'hui, avec la massification des pratiques, on arrive à avoir plus de données et c'est surtout ça l'enjeu aujourd'hui pour garantir une bonne assurabilité. C'est d'avoir de la donnée en fait, du retour d'expérience et des bonnes pratiques, mais pas forcément que du coup elles basculent du côté des règles professionnelles ou des recommandations professionnelles ou des DTU. L'idée ce serait de garder en fait cette zone un petit peu entre deux qui est propre à l'innovation et à la diversification des pratiques et à l'adaptation et ce qui est indispensable quand même dans le cadre de l'éco-construction. Après, voilà, moi, je fais un événement avec des assureurs et la conclusion à laquelle on arrive tous, c'est que de toute façon, la garantie aujourd'hui telle qu'elle est imposée aux assureurs par le code des assurances et par le code civil, elle est trop contraignante en fait et elle n'est pas vraiment, elle est pas adaptée par rapport aux enjeux aujourd'hui du réchauffement climatique et de l'éco-construction. Donc voilà, enfin, je pense qu'il y a un sujet sur ça qui est beaucoup plus général en fait que celui du réemploi, quoi. On avait une question, donc j'ai commencé à répondre, mais je laisse Madame Gelot y répondre. Donc, pouvez-vous partager les définitions comparées d'un diagnostic PEMD et d'un diagnostic ressources? Question qui revient assez souvent. Ouais, alors le diagnostic PEMD, c'est un diagnostic qui est réglementaire, qui a vraiment vocation à identifier à la fois tous les produits, équipements, matériaux qui peuvent être réemployés et tout à défaut, tous les déchets qui seront générés par l'opération et à orienter, à lister pour tout ce qui est réemploi, les conditions techniques, économiques, logistiques qui permettent leur réemploi à proximité ou sur le site. Et pour tout ce qui est déchets, toutes les filières à proximité et les exutoires qui peuvent emprunter pour s'assurer justement qu'ensuite, durant le chantier, il y aura une bonne traçabilité, il y aura des bonnes performances de valorisation. Donc c'est un diagnostic réglementaire qui est obligatoire pour les opérations de plus de 1000 m² et puis certaines opérations de démolition, de réhabilitation de sites industriels. Et puis à côté de ça, vous avez toujours qui existe le diagnostic ressources, qui pour le coup est un diagnostic purement matière, qui n'a pas vocation à s'intéresser à tous les déchets qui seront générés par l'opération, mais qui s'intéresse que aux produits, équipements et matériaux qui pourraient être réemployés. Et donc aujourd'hui, ce diagnostic ressources
Soit il est fait en complément ou dans le prolongement du diagnostic PEMD comme un approfondissement de ces hypothèses-là, où ça va plus loin dans la caractérisation et dans la stratégie de réemploi, soit il est fait à la place du diagnostic PEMD quand il n'y a pas de diagnostic PEMD qui est fait, et il s'y substitue un petit peu, et c'est vraiment une démarche volontaire du maître d'ouvrage pour avoir un petit peu ce catalogue de matériaux et d'équipements réemployables sur le projet. Donc voilà, aujourd'hui, le diag ressources, il cherche un petit peu, et ça fait partie des travaux du STREC, il cherche un peu sa place en fait par rapport au diag PEMD, parce qu'en fait avant 2020, vous aviez le diag déchets qui existait depuis 2011, qui s'intéressait que aux déchets générés par l'opération, et le diag ressources qui avait émergé du côté de la pratique du réemploi, où là pour le coup c'était que un catalogue de ressources réemployables et comment on peut les déposer et comment on peut les réemployer sur un projet ou comment on peut les revendre. Et en fait, en 2020 avec la loi AGEC, en gros, le législateur a essayé un peu de mélanger les deux et ça a donné le diag PEMD. Et c'est là qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce truc un peu bâtard où on a les diag PEMD réglementaires qui aujourd'hui souvent sont pas assez bien faits et où on se retrouve à les compléter quand même avec des diag ressources. Et puis plein d'opérations qui sont quand même en dessous du seuil du diagnostic PEMD et qui sont soumises volontairement par les maîtres d'ouvrage au diag ressources. Mais donc voilà, visuellement, le diag PEMD, c'est un diag réglementaire où ensuite il est retranscrit, en plus il doit faire l'objet de certaines notifications au CSTB, donc ces conclusions elles sont reprises dans des CERFA, alors que le diag ressources c'est vraiment des catalogues et ça va beaucoup plus loin dans c'est une approche un peu plus, souvent c'est fait par des architectes, des bureaux d'études, il y a vraiment une approche conception, quoi. Donc, y a-t-il des sources de financement pour inciter les maîtres d'ouvrage à intégrer le réemploi dans leur marché, public ou privé? Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, on pourrait citer les éco-organismes de la REP PMCB, Produits Matériaux de Construction du Bâtiment, qui financent les diagnostics PEMD. Et je laisse Maître Gelot compléter. Non, c'est tout. Effectivement, il y a plein de dispositifs de financement aujourd'hui qui sont pris en charge par les éco-organismes. J'ai animé un webinaire la semaine dernière où justement il y avait avec un bureau d'études qui a exposé tous les financements qui étaient disponibles. Donc si ça vous intéresse, le support et le webinaire ils sont disponibles sur matériauxréemploi.com depuis aujourd'hui. Donc vous verrez, il y a toute la liste par éco-organisme des dispositifs. Et donc comme disait Emine, il y a plein de choses qui sont financées. Pour le coup, que ce soit des diags, de la formation, de l'expérimentation, des tests, enfin vraiment plein de démarches qui peuvent être financées ou cofinancées. Donc voilà, c'est vraiment par les éco-organismes aujourd'hui qu'il faut se tourner. L'ADEME, elle a financé beaucoup de choses historiquement, mais maintenant, vu qu'il y a les fonds quand même des éco-organismes et des objectifs à atteindre, c'est eux qui prennent majoritairement le relais. Donc, qui sont les qualificateurs actuellement? Exemple, liste. Donc ça, je pense que Maître Gelot l'avait déjà détaillé tout à l'heure. Ouais, et puis voilà, ce qu'il faut se retenir, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est pas un métier, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dilué. Un qualificateur, ça peut être une plateforme de reconditionnement, comme ça peut être un maître d'œuvre, comme ça peut être un bureau de contrôle qui donne un avis favorable sur un matériau, comme ça peut être une entreprise de travaux qui dit c'est bon, en fait cette tuile, moi je peux la remettre en œuvre sur le chantier. Voilà. Donc comme ça peut être des bureaux d'études techniques par exemple qui font l'étude de solidité, quoi, et qui disent c'est bon, cette structure vous pouvez l'utiliser dans ce projet. Donc aujourd'hui en fait il y a énormément de personnes qui ont cette casquette. Personne n'a une garantie qualificateur avec marqué qualificateur dessus. Voilà, soit ça passe en fait comme un acte de conception, soit ça passe comme un acte de conseil qui rentre dans le cadre classique de la mission d'entreprise de travaux, comme ça peut être une garantie post-livraison dont va bénéficier une plateforme de réemploi qui fait du reconditionnement, quoi. Donc, autre question, peut-on dans le marché inciter les entreprises à s'approvisionner en matériaux de réemploi dans une plateforme locale quand elle existe?
Oui, donc ça, je pense que c'est pour une question par un maître d'ouvrage public avec la question du localisme et compagnie. Donc oui, alors ça, les inciter en plus, bah, je pense que c'est même pas leur imposer. En gros, comment ça peut être justifié? Il y a pas mal d'enjeux. Bon, déjà, il faut que l'objet du marché soit lié quand même à la démarche d'économie circulaire, donc bien mettre à un marché justement des constructions sélectives ou projet bas carbone ou compagnie. Donc à partir de là, vous pouvez mettre encore une fois plein de spécifications techniques ou plein de conditions d'exécution qui sont liées à l'objet du marché et du coup qui vont être liées à la démarche d'économie circulaire. Et vous pouvez dire voilà, il faut que ce soit conformément au principe de proximité qu'on a vu tout à l'heure du code de l'environnement, bah il faut recourir aux plateformes qui sont locales ou privilégier voilà des matériaux de réemploi bas carbone, donc qui sont à proximité. Voilà, il y a plein de manières de prescrire pour que ce soit, pour que ça pose pas de problème en termes de marché public. Après voilà, si de toute façon, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas énormément d'acteurs. De fait, souvent, quand on est un peu spécifique, bah, il n'y a pas 10 000 acteurs vers lesquels les entreprises vont pouvoir s'approvisionner. Dernière question. L'entreprise de construction métallique a-t-elle obligation de suivre le référentiel de juin 2024 fixant les recommandations réemploi d'éléments structuraux en acier? Alors, en gros, elle n'a pas l'obligation, c'est-à-dire que si, en revanche, l'intérêt, c'est que si elle a une police de base et que une police de base décennale et que son maître d'ouvrage a une police de base dommage d'ouvrage, en fait, chacun, à partir du moment où ils ont la définition qu'on a vue tout à l'heure des techniques courantes, s'ils veulent faire du réemploi de structures métalliques, ben, en fait, ils n'ont pas besoin de déclarer à leur assureur s'ils suivent le référentiel, puisque ça rentre déjà dans ce qui est couvert. En revanche, s'ils veulent le faire sans suivre et qu'ils ont cette définition-là, là, pour le coup, il faut déclarer quoi. Il faut dire, bah voilà, moi aujourd'hui, j'ai cette déclaration des techniques courantes. Du coup, bah, je veux faire du réemploi de structures métalliques, mais je veux pas suivre cette règle professionnelle qui est acceptée par la C2P. Du coup, bah, je vous le déclare et on voit quel process on met en place, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est une norme, c'est pas une obligation, c'est pas une norme obligatoire au sens réglementaire et légal, quoi. Donc, on a fait le tour de toutes les questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les envoyer par mail. Donc, comme je disais, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Je tiens à vous remercier pour votre participation et votre intérêt. C'est un plaisir de partager cette session avec vous. Un grand merci également à notre intervenante, Maître Gelot, pour son expertise et ses précieuses contributions. Merci à l'ADEME, à la région Réunion, la FRBTP et le syndicat des exploitants réunionnais du recyclage qui ont financé cette session et cette action pour le coup. Et surtout, nous espérons que les informations partagées aujourd'hui vous seront utiles dans vos projets futurs. Donc là, on a envoyé un petit sondage très rapide pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Nous vous enverrons bien entendu un lien d'accès au replay ainsi que la présentation, donc le support de ce jour dans un second mail. Un grand merci à tous et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Au revoir, merci à tous. À bientôt.